Chers amis, bonsoir et bienvenue pour notre direct du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. Nous sommes à la 4e semaine, vous êtes presque 10 000 maintenant, et je suis avec Chantal Donzel, qui est une de nos community managers et que vous connaissez bien. Bonjour. Et je suis également avec Alain Courret, que vous connaissez également, puisque vous l'avez vu dans plusieurs de nos vidéos de cours. Alain Courret, que je vais laisser se présenter, mais qui a cette particularité de cumuler à la fois la théorie et la pratique. Alain. Oui, bonsoir. Je suis professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis également avocat associé d'un grand cabinet, CMS Bureau Francis Lefebvre. Et au sein de ce cabinet, bien évidemment, je m'intéresse au droit des sociétés. Et peut-être plus spécialement au sein du droit des sociétés aux questions de fusion-acquisition, ce qu'on appelle quelquefois les FUSAC, c'est-à-dire cette activité qui, selon les époques, est évidemment plus ou moins prospère, mais qui consiste soit à réunir des sociétés pour n'en faire plus qu'une, sur les opérations de fusion, ou au contraire à diviser une société en 2 ou en 3, ce qui est quand même plus rare juridiquement. Ça, c'est l'aspect fusion, mais il y a aussi tout l'aspect acquisition, c'est-à-dire la vente du contrôle des sociétés, soit du contrôle tout entier, soit la vente, évidemment, d'une partie seulement du capital de ces sociétés. Voilà essentiellement ce qu'est mon activité. D'accord, donc ce que l'on appelle aussi parfois le M&A, qui est, je crois, fusion-acquisition, mais en anglais. Voilà. C'est totalement ça. Voilà, très bien. Donc le principe, c'est que nous allons, au cours de cette heure, répondre à des questions. C'est le live en question. Et donc nous allons répondre en direct à des questions que vous posez par le biais de Twitter. Et nous allons répondre aussi à des questions que nous avons vues passer sur le forum cette semaine. Alors nous avons une 4e semaine qui est consacrée aux grands types de sociétés. Grands types de sociétés. Alors, le droit français a une particularité, c'est que, contrairement à d'autres pays dans lesquels, finalement, il y a, je prends les pays anglo-saxons, où nous avons le partnership et une forme de société, alors aux États-Unis, corporation, en Angleterre, company, mais il y a plutôt une grande forme ou 2 grandes formes de groupement. En France, ce n'est pas tout à fait ce choix que nous avons fait, puisque on a en réalité, alors il y a un grand type qui est la société, mais nous avons après ça, peut-être pas une infinité, mais des dizaines de types de sociétés différentes. Alors, nous n'avons pas voulu étudier par le menu toutes les sociétés du droit français. En une heure, on ne pourrait que les nommer et indiquer quelques traits caractéristiques, et encore pas pour toutes, je pense. Donc nous allons voir les principales sociétés commerciales. Nous allons voir la SARL, parce que la SARL, c'est la forme de société la plus importante en France, plus d'1 400 000 SARL, ce qui englobe le URL, SARL unipersonnel, à un associé. Nous verrons ensuite la société par action simplifiée. C'est la plus récente des formes de société que nous étudions. Nous évoquerons ensuite la société anonyme et nous terminerons avec les sociétés civiles. On ne peut pas dire la société civile, il faut dire les sociétés civiles, car il y a en réalité plusieurs sous-catégories. Il y a un régime général, mais il y a après de nombreux régimes spéciaux que l'on applique ou pas d'ailleurs. Ce que l'on connaît comme les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, ça n'est généralement pas une forme spéciale, c'est une société civile du Code civil, et on ne l'applique que les règles, que la vingtaine ou trentaine d'articles qu'on trouve dans le Code civil. Alors, nous allons tout de suite commencer avec la SARL, Société à responsabilité limitée, ce qui est d'ailleurs un peu trompeur, vous le savez, parce que ça n'est pas la seule société à responsabilité limitée. Limitée à quoi d'ailleurs, Chantal ?
Eh bien, c'est l'engagement des associés qui est limité dans les sociétés à responsabilité limitée, c'est-à-dire que les associés d'une telle société ne peuvent perdre au maximum, en s'engageant dans cette société, que leur apport. Voilà, donc c'est responsabilité limitée aux apports. Ça veut dire que si je suis associé d'une SARL ou d'une SAS ou d'une SA, je suis susceptible, je vais faire un apport comme dans toute société, ça vous le savez maintenant. Je vais investir dans la société 1000 € par exemple. Je peux perdre mes 1000 €, mais on ne va pas venir saisir mes biens. C'est la différence entre les sociétés à responsabilité limitée et à responsabilité illimitée. Donc la SARL, alors premier trait intéressant, c'est une forme de société commerciale. Est-ce que ça veut dire, Alain, que... Mais d'abord, une question plus pratique, est-ce que tu vois dans ta pratique, on a dit qu'il y avait beaucoup de SARL, que c'est la forme la plus répandue, est-ce que pour un cabinet d'avocats, c'est une forme qu'on conseille fréquemment, ou est-ce que c'est la forme de société plutôt des personnes qui font leur société elles-mêmes, sans conseil juridique particulier? Oui, je crois qu'il faut rappeler qu'en droit français, c'est quand même une particularité. On peut utiliser pratiquement toute forme sociétaire pour n'importe quelle activité, avec très peu d'exceptions. Il y a quelques métiers en France qui imposent une forme sociétaire. Et puis, il y a la réalité des sociétés qui veulent être cotées en bourse, cotées sur un marché réglementé, qui, elles, ont besoin d'une société de type anonyme pour pouvoir accéder à ces marchés. Mais si on laisse de côté ces exceptions, au fond, on peut tout faire avec n'importe quelle forme de société, ce qui fait que la SARL, évidemment, se présente comme un des outils pratiques. Mais assez vite, on se rend compte que c'est une pratique qui est plus ou moins réservée à certains métiers, effectivement. On fera difficilement de très grosses opérations avec une SARL parce qu'elle ne pourra pas être cotée en bourse et que, d'une certaine manière, l'image qui est la sienne est une image de très PME. Et donc, constituer même des groupes de sociétés avec des SARL, ce n'est pas inimaginable, ça peut se voir, mais ce n'est pas courant. Donc, en pratique, quand on regarde ce 1,4 million, on constate que pour l'essentiel, on va retrouver une population d'artisans, de petits commerçants, de personnes qui effectivement, très souvent, n'ont pas besoin d'avoir devant elles une structure très sophistiquée et qui peuvent, à partir d'un modèle relativement simple, construire leur société. Donc la SARL, c'est un outil qui est simple, facile à manier, et je crois que ça explique son succès. Mais bien évidemment, on peut utiliser une SARL pour des montages compliqués. La SARL a l'avantage qui a été évoqué il y a un instant, c'est que la responsabilité est limitée et que le mode de fonctionnement est relativement simple. On a au fond un gérant, on a une assemblée, il n'y a pas de corps intermédiaire, dont on peut faire fonctionner tout ça dans des conditions qui sont assez confortables pour l'entrepreneur. Alors juridiquement, c'est une société qui existe depuis longtemps, c'est 1925 en France. Elle existe depuis longtemps et le résultat, c'est que on la connaît bien aujourd'hui. On la connaît bien parce qu'on a eu le temps de voir, les textes ont relativement peu changé, je crois. On a eu le temps de voir de voir quel statut avait le gérant. Donc la jurisprudence a eu le temps de passer. On a quand même des dizaines d'arrêts de la Cour de cassation qui ont précisé, lorsque besoin était, tel ou tel point du régime, même si il y a des choses un peu étonnantes. Par exemple, dans le régime légal de la SARL, il n'est pas prévu qui décide la rémunération du gérant. Ça veut dire, et c'est la Cour de cassation qui l'a dit, que ce sont les statuts ou une décision des associés qui décident cela. Mais on aurait pu aussi imaginer que le représentant légal, c'est-à-dire le gérant, pouvait décider de sa propre rémunération. Donc c'est une forme de société, si on liste rapidement ses avantages. Régime juridique bien établi. On peut... Oui ? Oui, régime juridique bien établi et régime juridique
qui a été sans cesse amélioré, parce que 1925, la société est créée, dans des conditions curieuses d'ailleurs, puisqu'en réalité, c'est une création allemande que nos amis actuels allemands avaient implanté en Alsace-Lorraine, et lorsqu'ils sont repartis ensuite, les Alsaciens lorrains ont dit que finalement, ils ne regrettaient pas l'occupation allemande, certes, mais que dans ce que les Allemands avaient laissé, il y avait cette SARL qui leur paraissait tout à fait séduisante. Et le législateur l'a conservée, mais ensuite il va l'améliorer sans arrêt. C'est une structure qui va être assouplie, qui va, au début de 2001, on va réduire ce capital qui était déjà pas très élevé, mais le capital va pouvoir être ramené à quasiment rien. C'est aussi une structure qui obéissait à des conditions de majorité pour certaines opérations un peu exigeantes. Au fond, l'importance des personnes est plus grande que dans les sociétés de capitaux. Et malgré tout, on a assoupli. Donc, le législateur n'a cessé de faciliter les choses. Et pour cause. Quand on a un tel nombre de sociétés, plus d'1,4 million, il est évident que le législateur ne peut pas être indifférent à l'évolution de cette structure. Alors, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que elle a évolué, mais elle a évolué, on l'a améliorée, mais on a peut-être hésité, et mon peut-être est de trop, parce qu'on a hésité finalement. Est-ce qu'on en fait une structure très simple, ou est-ce qu'on en fait une petite société anonyme? Pendant un temps, aujourd'hui, je crois que le législateur s'est dit que c'était plutôt une société très simple. Mais pendant un temps, on lui a appliqué certaines des règles que l'on avait empruntées à la société anonyme. Donc pendant un temps, on pouvait hésiter à la classer dans les sociétés de capitaux plutôt que dans les sociétés de personnes. Je réponds d'ailleurs à une question qui nous a été posée et qui est sur la société en non collectif. Où classer la société en non collectif, qui est bien différente de la SARL. Dans la société en non collectif, vous le savez, il y a une responsabilité indéfinie et solidaire aux dettes sociales. Ça veut dire quoi, Chantal, concrètement, une responsabilité indéfinie et solidaire? Eh bien que les associés, en l'occurrence, devront payer la totalité des dettes sociales, éventuellement sur leur patrimoine propre. La solidarité, en l'occurrence... Ça, c'était le indéfini. C'était le indéfini, ouais. Effectivement. La solidarité, en l'occurrence, elle implique qu'un seul associé peut être tenu de payer l'ensemble des dettes sociales, quitte à après devoir se retourner contre ses co-associés. Et malheureusement, si certains de ses co-associés sont insolvables, eh bien c'est lui qui portera le poids de la totalité de la dette sociale. Voilà, ça veut dire que je n'ai pas à partager mes recours entre associés. Et en pratique, évidemment, ce qu'on appelle vulgairement la théorie des poches profondes, il est évident que celui qui n'a pas été payé va d'emblée aller rechercher l'associé le plus fortuné, qui fera ce qu'il pourra ensuite pour récupérer auprès de ceux qui le sont beaucoup moins. Voilà, alors il faut préciser que la solidarité, au sens juridique, c'est une forme de solidarité un peu particulière, parce que on peut avoir d'ailleurs le sentiment de solidarité au sens courant, mais ça veut surtout dire que les créanciers sont en mesure de demander paiement du tout à un seul des débiteurs, à un seul des associés en l'occurrence, qui sont garants des dettes de la société. Rassurons les associés de SARL, il n'y a rien de tel dans la SARL, eh bien, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel dans la loi. En pratique, et c'est un des défauts, des choses que l'on pointe assez vite lorsque l'on veut trouver des reproches à faire à la SARL, en pratique, ça ne se passe pas toujours de manière aussi simple, puisque le banquier particulièrement, qui prête de l'argent à la SARL, eh bien, oui, il y a une responsabilité limitée aux apports, mais il va demander à un ou plusieurs associés ou au gérant de se porter caution de la société. Le résultat, c'est que on va avoir quelqu'un qui sera tenu comme un associé de société en non collectif. Si la SARL ne paye pas, eh bien, on pourra le poursuivre sur ses différents biens. On peut préciser d'ailleurs une chose, c'est que certaines dispositions du Code de la consommation vont être applicables à cette caution, parce que ce sera une caution personne physique, et ça nous permet de faire une petite transition, puisque c'est une particularité. Tu parlais des groupes de sociétés. Dans les groupes de sociétés, une raison qui fait que la SARL n'est pas très appréciée comme société filiale du groupe, c'est que son gérant est nécessairement une personne physique.
ça veut dire qu'il faut trouver une personne physique pour être dirigeante de cette société. On ne peut pas avoir la société mère qui est dirigeante des différentes filiales sous forme de SARL. On verra qu'avec la SAS, il en va différemment. Alors, si on reste sur ces traits marquants et plutôt ces avantages de la SARL, une forme juridique assez simple, qu'on connaît bien, on va voir que la SAS, les statuts jouent un rôle très important. Est-ce qu'ils sont importants, les statuts de la SARL, Alain ? Je ne crois pas qu'ils soient très très importants. Enfin, il y a toujours, dans toute société, intérêt à soigner les statuts, quelle que soit la forme sociale, quelle que soit la banalité de l'activité. On se rend compte tôt ou tard que des statuts bien rédigés, adaptés au contexte, sont des statuts qui rendront service. Je crois que la pire des choses est de sortir des statuts tout faits de quelque part, de remplir les cases et de dire, voilà, formellement, nous sommes couverts. Les choses sont toujours un petit peu plus compliquées, il faut regarder autour de soi et se demander quelles sont les difficultés qui, à terme, pourraient se présenter compte tenu de l'environnement familial, des membres de la société et d'un certain nombre de circonstances. Donc je crois qu'il n'y a pas de société dont on ne doive pas soigner les statuts. Je crois que c'est une erreur absolue de penser que des statuts tout faits suffisent. Alors quand on est tout seul, on peut peut-être... voilà, on a moins de soucis avec les statuts, non ? Alors, on a moins de soucis avec les statuts, mais en réalité, quand on est tout seul, on a vocation, un jour ou l'autre, à ne plus l'être. Dans la vie sociétaire, c'est une chose que l'on constate. Le système a été ainsi fait que la société unipersonnelle, lorsqu'elle peut être créée, que ce soit à partir d'une SARL ou à partir d'une SAS, cette société peut devenir pluripersonnelle. Et donc, on peut avoir intérêt, même lorsqu'au départ on est parti d'une structure aussi simple, à envisager la suite. Tout simplement dans le cas où on a des enfants. Si demain il faut hériter, s'il n'y a dans cette malheureuse société qu'un seul titre, ou quelque chose d'indivisible, les choses seront quand même laborieuses. Donc il faut bien inévitablement songer à l'étape qui pourra venir, et puis les hasards de l'existence feront que d'autres associés peuvent se joindre au premier. Donc je pense que dans bien des hypothèses, à l'heure où l'on rédige les statuts d'une société d'une seule personne, la sagesse est souvent de penser à l'hypothèse où peut-être d'autres vont venir derrière. Oui, alors c'est vrai que c'est d'autant plus facile d'ailleurs de refaire les statuts tant qu'on est tout seul que de les refaire une fois qu'on a un associé avec lequel il va falloir négocier ces statuts. Alors pour répondre à une question, toujours cette fois-là un peu à côté de la SARL, mais comme l'était déjà la SNC, on nous demande si nous allons aborder les sociétés en commandite simple. Alors j'ai pris sur moi de les écarter de notre heure d'échange parce que c'est une forme de société assez peu répandue. Il y a 30 000 quand même. Ouais, tant que ça. 30 000. C'est pas les commandites, parce que les commandites par action, je crois qu'il y en a un peu plus pour le coup. Mais commandites simples, c'est vraiment une petite famille. Bon, c'est bien de savoir qu'il y en a autant. Parce que... Non, je suis désolé, je pensais aux sociétés en collectif. C'est moi qui suis en train d'égarer. Non, parce que commandite simple, moi j'aurais dit quelques milliers. Mais c'est bien, c'est bien qu'on en... Donc, je suis très impressionné par cette connaissance statistique des sociétés françaises. Vous avez effectivement deux types de commandites, commandite simple, commandite par action. La particularité, Chantal, des commandites, c'est quoi? Sans que l'on rentre dans le détail, mais leur trait essentiel. C'est qu'il y a deux catégories d'associés bien distincts. Vous avez les associés assez simple, puis des associés qui sont commandités et qui vont avoir un pouvoir de gestion plus important que les associés dits commanditaires. Voilà, et donc il y a une question de responsabilité aussi, puisque le commandité est tenu indéfiniment et solidairement, alors que le commanditaire, suivant les cas, si c'est la commandite simple, il a un statut qui est équivalent à celui d'un associé de SARL. Dans la commandite par action, un statut qui est équivalent à celui d'un actionnaire de société anonyme. Mais du coup, il faut gérer cette dualité de qualité d'associé dans la société. Voilà.
Bon, et donc nous pouvons refermer la porte sur les commandites. Oui, à moins qu'Alain... Peut-être une simple observation d'actualité pour que chacun comprenne quand même un peu les enjeux. Si les commandites simples sont discrètes, les commandites par action peuvent être les vedettes de l'actualité parce que ce sont des armes extraordinaires qui empêchent les offres publiques d'achat. On ne peut pas prendre le contrôle d'une offre publique. Donc ça veut dire qu'une société cotée en bourse qui est en commandite par action est imprenable parce qu'à supposer même que l'on puisse prendre la majorité dans l'Assemblée, il faudra derrière l'aval des commandités et donc par conséquent on bloque tout. Voilà pourquoi de temps à autre les commandites par action reviennent à la surface de l'actualité et ça a été le cas dans un passé récent. Voilà, oui, on a certaines de nos très grandes sociétés cotées qui sont des commandites par action. Je prends une que j'ai en tête, Groupe Lagardère par exemple, c'est une société en commandite par action, il y en a d'autres. Le résultat, c'est effectivement qu'elles ont ce statut. Voilà. Donc les commandites par action, il y en a, enfin il y a de très grandes sociétés cotées, il y en a également des non cotées. Voilà, les commandites simples, elles sont plus discrètes et puis commandite simple, effectivement, bon, c'est un statut compliqué. Peut-être que si on veut vraiment s'engager, on fait une société en non collectif, quitte à avoir des investisseurs qui vont prêter par ailleurs. Mais c'est vrai que ce statut compliqué pour une petite société que serait la commandite simple, c'est peut-être pour le coup trop compliqué. Alors vous posez d'autres questions sur d'autres formes de société. J'avais vu passer des questions sur les coopératives. Où les classe-t-on par rapport... Alors les coopératives peuvent être des SARL. À vrai dire, je comptais en parler plutôt avec la société anonyme parce qu'elles affectionnent la forme de société anonyme. Je vois passer d'autres questions qui concernent l'association, par exemple. Une question, oui, que vous posez sur la différence entre la coopérative et l'association. Alors, la question, ça pourrait prendre du temps pour y répondre, mais pour répondre simplement, le législateur a décidé que les coopératives, il a décidé en 1947, que les coopératives étaient, une loi du 10 septembre 1947, que les coopératives étaient des sociétés. Mais c'est vrai qu'on pourrait hésiter parce qu'elles n'ont pas pour objectif principal ou unique, après il y a plusieurs types de coopératives, mais de faire réaliser un profit à leurs associés. Donc, cela posait des problèmes parce que dans le même temps, ce sont quand même des groupements qui exploitent des entreprises, mais on a décidé, pour que les choses soient claires, d'en faire des sociétés. Donc elles vont emprunter la forme de société, et par exemple de SARL ou de société anonyme. Une question qui nous est posée, dans quel cas conseille-t-on la SNC? Et finalement, on ne va jamais parler de la SARL dans nos échanges. Dans quel cas, Alain, conseillerais-tu la SNC? Alors la SNC, c'est elle qui a 30 000 représentantes, pour en revenir aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure. La SNC a une image fausse dans l'opinion. C'est l'image d'une société de commerçants. Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, responsabilité indéfinie et solidaire, et en même temps statut de commerçant pour ses associés. C'est vrai. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a très peu de commerçants qui utilisent ce genre d'outils. Et pourtant, il y a 30 000 SNC. C'est qu'en réalité, elles ont d'autres avantages. Et elles ont notamment des avantages fiscaux. Parce que ce sont des sociétés dans lesquelles les pertes peuvent remonter dans le patrimoine de leurs associés. Ce qui veut dire que dans bien des hypothèses, dans bien des opérations, par exemple, je crée un hôtel demain. Un hôtel, ça fait des pertes pendant 6 ou 7 ans. Je ne sais pas les chiffres en tête, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'avais retenu. Et puis les bénéfices viennent après. Je suis un grand groupe, je crée cet hôtel. Si je constitue l'entité en société en nom collectif, toutes les pertes pendant 6 ou 7 ans vont remonter. Ils vont venir s'imputer sur les bénéfices des étages au-dessus. Donc, je n'ai pas choisi la SNC pour les raisons que l'on trouvait dans les manuels d'autrefois, parce qu'entre gens qui se connaissaient, on avait une grande confiance. Je l'ai choisi parce qu'en termes d'optimisation fiscale, ça avait du sens. Et je pense que c'est pas la seule raison, mais bien souvent, ce sont des raisons de ce type, en fait, qui vont jouer. D'accord. Pour répondre enfin à une question sur la SARL, pourquoi les SARL ne peuvent-elles pas être cotées en bourse?
Bien tout d'abord, on pourrait répondre qu'une raison simple, c'est qu'on ne permet pas, le législateur ne permet qu'à certaines formes de sociétés et pas à la SARL d'être cotées en bourse. Les sociétés qui vont coter, alors ce n'est pas en réalité la société qui est cotée en bourse, ce sont des titres que la société a émis, et on va coter des instruments financiers qui ne sont pas des parts de SARL, qui sont des titres négociables, qui sont des actions ou des obligations. Et on ne permet d'ailleurs même pas à toutes les sociétés par action d'être cotées en bourse. On y reviendra un peu plus tard, mais la société par action simplifiée, par exemple, ne peut pas être cotée en bourse en principe. Voilà. Bon. Alors sur la SARL, pour répondre à d'autres de vos questions, la loi limite-t-elle le nombre d'associés dans une SARL? Eh bien, oui. Parfois, on se demande si c'est une mesure qui ne mériterait pas d'être supprimée, mais vous avez une limite à 100, c'est-à-dire qu'une SARL qui dépasserait ce nombre de 100 pourrait faire l'objet d'une mesure de dissolution si elle ne régularise pas sa situation. Autre question que vous posez, un gérant de SARL décide seul de sa rémunération, ne communique pas cette donnée aux autres associés, est-ce que c'est légal? Alain, je vais te laisser répondre. Est-ce que je peux, moi, imaginons que nous sommes une SARL, à 3, nous pourrions être une SARL, je suis gérant, eh bien je vais décider de m'attribuer une rémunération de 50 000 € par an, une rémunération importante, et je ne communique pas cela aux associés. Normalement, dans une SARL, c'est quand même l'Assemblée qui a décidé cette rémunération. Voilà, donc c'est les statuts qui l'ont prévu. Alors, soit les statuts l'ont prévu, et dans ce cas-là, les associés l'ont vu, soit c'est une décision qui est prise en Assemblée. Alors, on a parfois des doutes sur... Enfin, on a d'ailleurs, c'est pas parfois, il y a des questions pas nettes, ou des réponses plutôt pas nettes, sur le point de savoir si, imaginons, je suis associé, je travaille très dur pour la société, on n'a pas dit dans les statuts que j'avais droit à une rémunération. Et puis, je prélève des sommes, je me verse une faible rémunération. Et je vais convoquer l'Assemblée pour régulariser cela. On ne sait pas si cela constitue une décision valable, parce que ce que nous dit la Cour de cassation, c'est qu'il faut que les statuts ou une décision des associés attribuent une rémunération au gérant. Mais on ne nous dit pas s'il est possible que la rémunération soit versée, puis que la décision des associés intervienne par la suite. C'est vrai. Mais vous comprenez la situation du gérant quand même. Il sera mal à l'aise s'il prélève des sommes dans la caisse et après doit aller devant l'Assemblée pour dire « j'ai pris de l'argent, pouvez-vous en Assemblée décider que j'avais bien droit à cet argent ?» Peut-être qu'on va lui dire « vous avez pris de l'argent, mais vous n'aviez pas droit à prendre cet argent, c'est de l'abus de biens sociaux, vous avez fait des prélèvements irréguliers. » Bon, voilà. Idéalement, mieux vaut que les statuts ou une décision antérieure au versement de la rémunération ait décidé cela. Voilà. Je regarde si nous avons d'autres questions sur la SARL. Que pensons-nous des nouveautés juridiques américaines relatives à la Flexible Purpose Corporation? Question qui n'est absolument pas sur la SARL, mais qui est très intéressante quand même, puisque... Alain, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces sociétés? Ça recoupe un peu ce qu'on a dit juste avant sur les coopératives et les associations. Oui. Ce qu'on peut dire, bon, peu importe ces structures américaines, elles existent aux États-Unis et on ne va pas rentrer dans le détail des choses. On trouve à peu près l'équivalent en Europe. Au Royaume-Uni, on a une forme voisine. On a en Belgique une structure... Mais c'est quoi en fait? En fait, il s'agit de sociétés, de véritables sociétés, qui ont la possibilité, à côté d'une activité dont le but serait lucratif, d'avoir aussi une part d'activité désintéressée. Alors, il faut attendre un petit peu la loi Hamon, qui est actuellement en train d'être votée au Parlement. La prochaine séance, je crois que c'est le 4 juin. Dans le projet de loi Hamon, on n'a pas ce type de société, mais on a des dispositions pour faciliter justement l'ouverture de l'objet social. Alors, sans doute sous le chapeau coopérative, mais l'idée fait son chemin. L'idée est de dire, au fond, aujourd'hui,
tout le monde est un petit peu obsédé par la responsabilité sociale de l'entreprise en disant une société doit prendre la RSE, dont on a parlé la fois précédente, doit prendre en compte son environnement. Mais si demain un dirigeant dépense l'argent social soi-disant dans l'intérêt commun, est-ce que les associés ne peuvent pas lui dire mais est-ce que l'objet social est bien accompli? Donc l'idée, ça serait un petit peu ça, d'avoir une forme qui permet, et cette forme américaine le permet, d'avoir une activité qui pour partie serait lucrative, pour partie ne le serait pas, ce qui libère la responsabilité du dirigeant lorsqu'il agit dans le cadre de la partie qui n'est pas directement lucrative. Une sorte de société-association ou d'associété, enfin je ne sais pas quel nom on lui donnera. Voilà. Bon. Alors nous allons maintenant passer à la deuxième forme sociale que nous allons étudier. Je sais que les questions sur la SARL vont continuer à venir, mais nous allons passer à la deuxième forme de société qui est la SAS, Société par action simplifiée, en précisant que ce qui est simplifié, c'est la société. Ce ne sont pas les actions qui sont simplifiées, et puis ce n'est pas non plus, parfois on se trompe ou on lit, enfin ce n'est pas nous qui nous trompons, mais on lit parfois sous la plume de certains, eh bien on peut lire société anonyme simplifiée. Alors c'est vrai que c'est trompeur et finalement l'erreur est plus... Enfin l'erreur est... Ce n'est pas qu'elle est plus profonde, mais la question qu'elle pose, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. C'est quoi, Alain, une SAS? Alors, on l'a déjà présenté, la SAS, on la connaît, mais rapidement, pour quelqu'un à qui... Imaginons que je suis entrepreneur, j'hésite entre les formes de société. Très rapidement, sur la SAS, qu'est-ce que tu pourrais me dire qui m'incite ou me décourage d'aller vers la SAS? Je vais surtout dire des choses qui incitent à aller vers la SAS. Donc, pour en revenir au vocabulaire d'il y a un instant, ce n'est pas une société anonyme simplifiée. Une société anonyme, on y reviendra, c'est quelque chose qui est réglementé, pour lequel la loi a de très nombreux articles. La simplifier, ça veut dire enlever un peu de contraintes, sans doute, mais en garder beaucoup, parce que la société anonyme a des vertus protectrices pour un certain nombre de personnes. La société par action simplifiée, elle, au contraire, est une société dans laquelle les contraintes essentielles ont été évacuées. Elle n'est pas anonyme aussi pour une autre raison, c'est que tout le monde s'y connaît bien dans une SAS. Il y a en principe peu de monde. Je dis bien en principe, parce qu'on peut se retrouver avec jusqu'à 149 associés. Pourquoi pas 150? Parce qu'après, on rentre dans l'appel public dans l'offre publique, quelque chose qui pose d'autres problèmes. Mais normalement, dans ce type de société, on se connaît. Et on s'y connaît d'ailleurs parce que les statuts permettent de la fermer complètement. C'est une société dans laquelle on peut dire que les actions seront inaliénables pendant 10 ans, qu'on devra agréer tout nouvel entrant, que si une société qui détient une partie du capital venait à changer de maître, eh bien on pourrait l'exclure. Donc tout ça fait que la notion d'anonymat est totalement incompatible. Donc ça ne peut pas être une société. Société par action simplifiée, c'est une société par action dont le fonctionnement est extrêmement simple. Elle obéit à un minimum de règles, minimum, et aujourd'hui, on voit d'ailleurs ce phénomène extraordinaire, mais qui est intéressant, c'est que face à une société anonyme qui est remplie de contraintes et qui n'a cessé de s'alourdir au niveau des contraintes, on peut reconstituer par le chemin de la SAS une société quasiment identique. Parce qu'une SAS, au fond, c'est une poignée d'associés avec un président. Mais si je veux, je peux y installer un conseil d'administration dans ma SAS, comme dans une société anonyme. On connaît même des SAS, et j'en vois passer tous les jours, à directoire et conseil de surveillance. Alors on me dira, mais pourquoi ces gens n'ont pas fait une société anonyme? Mais parce qu'en réalité, toutes les règles contraignantes que les sociétés anonymes subissent n'y sont pas dans la SAS. Donc j'ai au fond réussi à fabriquer à peu près la même chose en échappant à l'essentiel des contraintes. Alors, pour en finir avec ma réponse, autre miracle qui est celui de la SAS, c'est qu'elle a deux dimensions. Elle sert pour les grands, elle sert pour les petits.
Et ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à réaliser par ailleurs. On a aujourd'hui des banques qui sont en SAS. Et quand on regarde les statistiques, les établissements financiers sont souvent en SAS pour des raisons liées à la simplicité, à la commodité. Mais en même temps, on trouve une population de petits, de gens qui auraient pu faire une SARL. Mais là encore, la SAS peut se faire à capital, je ne sais pas, 1 euro ou 1/10 d'euro, j'en sais rien. C'est un débat doctrinal, mais avec 3 fois rien. Et simplement, autant il m'était simple de sortir un imprimé tout fait en matière de SARL, autant en matière de SAS, je cours tous les dangers. Parce que, puisque la loi ne s'est pas occupée de me protéger, j'ai intérêt à m'en occuper moi-même, ou de me faire assister par des gens qui seront capables de m'aider. Parce que là, c'est une page blanche. Voilà. C'est en gros une page blanche. Ça va être à moi ou à mon conseil de la remplir. Alors effectivement, on sait que la SAS, les statuts jouent un très grand rôle. Je vois une question qui fait sourire. Est-ce que c'est une manifestation de la liberté contractuelle ou du libertinage contractuel? Eh bien, c'est de liberté contractuelle dont il s'agit, mais après, je laisse les SAS à leur vie privée. Et donc, liberté contractuelle, dans les statuts, on peut mettre effectivement des choses très originales dans 2 domaines. Particulièrement. Dans le domaine des organes de direction et de contrôle, et effectivement, on peut créer des choses comme conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance, ou encore d'autres organisations, peut-être créer des organes avec des noms étrangers, reproduire une organisation d'une société de droit étranger qu'on affectionne particulièrement. Une question que vous avez posée concerne les groupes. Et la question était pourquoi les SAS sont-elles prisées par les groupes? Eh bien, pour différentes raisons, mais une de ces raisons, c'est qu'on peut faire une SAS unipersonnelle. Et ça veut dire qu'on n'aura pas, avant la SAS, et je réponds en même temps à une autre question, qui est quelles formes de sociétés ont-elles souffert de l'apparition des SAS? Incontestablement la société anonyme, parce que voilà, la société anonyme, forme lourde, on va en parler d'ici peu, mais forme lourde avec 7 actionnaires, avec un conseil d'administration avec 3 administrateurs qui, jusqu'à récemment, devaient être eux-mêmes détenteurs d'actions. Donc ça voulait dire que si j'étais un groupe de sociétés, on voulait créer une filiale en France et une filiale une filiale sous forme de société par action, eh bien, on devait trouver 7 actionnaires. Ça veut dire qu'un actionnaire, c'était la société mère, mais il fallait trouver 6 actionnaires de complaisance, c'est-à-dire des personnes auxquelles on demandait d'être actionnaires pour une action parce qu'il fallait que nous ayons nos 7 actionnaires pour aller faire immatriculer notre société au registre du commerce et des sociétés. Après, il fallait constituer un conseil d'administration, donc trouver encore parmi nos actionnaires des personnes qui acceptent d'endosser la responsabilité, qui est une responsabilité de dirigeant, d'être administrateur. Bref, cela était assez compliqué et si on voulait avoir notre président, directeur général, il fallait une personne physique. Avec la SAS, on crée une société avec un actionnaire unique à 100%, donc qui est notre société mère, et qui va ou désigner une personne, ou être elle-même le président de cette société. Donc voilà, les groupes utilisent beaucoup aujourd'hui la SAS. La SAS est beaucoup utilisée comme filiale de groupe, qu'il soit groupe national ou international. Pour ce qui est de la victime, les chiffres sont totalement éclairants. On sait à peu près, en 2000, on avait à peu près 8 ou 9 000 SAS, on avait 162 ou 163 000 sociétés anonymes. On est en 2000-2001. Aujourd'hui, nous sommes à 200 000 SAS et à 40 000 sociétés anonymes. Et les autres formes n'ont pas été atteintes. Donc c'est le stock de SA qui s'est vidé au profit de celui des SAS. Donc il y a une victime. La SARL n'a pas été victime, au contraire, elle n'a cessé de croître, ce qui justifie de son utilité. Mais la vraie victime, c'est la société anonyme, mais c'est normal, on vient d'en donner les raisons. Voilà, avec l'idée que progressivement, et le phénomène va s'accélérant, on se retrouvera avec uniquement les sociétés cotées ou les sociétés qui ont besoin d'une organisation lourde comme celle de l'ASA. Les coopératives font partie de ces sociétés parce que l'organisation est là, très détaillée et déjà préparée par le législateur. Il n'y a pas
à s'entendre sur des statuts, et les autres sociétés seront en SARL ou en SAS. Alors, beaucoup de questions, je vois, sur le président de la SAS. Que se passe-t-il lorsqu'une SAS se trouve dépourvue de président? Voilà une bonne question. Et c'est Chantal qui va s'y coller. Merci. Eh bien, écoutez, le président est un organe indispensable dans la SAS. Donc, admettons qu'il décède, par exemple, eh bien, il faudra en nommer immédiatement un autre. Alors, conformément au statut, en espérant que les statuts ont prévu, de bons statuts auraient prévu l'éventualité. Donc, en se référant au statut, on va nommer un nouveau président. Et... Alors, le problème, c'est qu'il faut souvent convoquer les associés pour nommer le président. Et qui convoque les associés assez souvent? Éventuellement, je ne sais pas, un commissaire aux comptes ou un mandataire ad hoc, peut-être. Voilà, mais il faut avoir prévu dans les statuts qui convoquera, parce que sinon, assez souvent, c'est le président, et le président mais là, mort, on est dans une généralement, ne convoque pas. Voilà, on a des statuts qui auront évidemment été extrêmement bien prévoyants, et donc qui auront prévu non seulement l'hypothèse du décès, mais aussi l'hypothèse de la convocation en cas de décès. Alors en pratique, si on n'arrive pas à convoquer l'Assemblée, on a différentes solutions comme celle de demander au tribunal de nommer un mandataire ad hoc, donc un mandataire judiciaire, avec la mission de convoquer une Assemblée pour nommer un nouveau président. Autre question que vous posez, c'est une question importante en pratique, la question de savoir si, quand on est associé d'une SAS, on a la possibilité d'exercer dans le cadre d'une autre société des activités concurrentes à celles de la première SAS. Alors, on a des réponses de la Cour de cassation. Alain, je te laisse... On a là-dessus une réponse de la Cour de cassation pour la SAS, on en a aussi pour la SARL. Je crois que de manière générale, d'ailleurs, la réponse est vraie, sauf sans doute pour les sociétés de personnes encore retenues. La réponse, c'est La réponse, c'est que je peux concurrencer. Oui, je peux concurrencer. Société non collective, c'est peut-être un peu moins évident, parce que là, je suis associé, je suis responsable indéfiniment et solidairement, et je ne suis pas sûr que ma liberté de manœuvre soit aussi grande. Partout ailleurs, je peux faire concurrence. C'est le jour où je deviens dirigeant que j'ai une obligation de loyauté à l'égard de la société. Mais au fond, tant que je ne suis pas véritablement dirigeant, je n'ai pas d'interdiction. Pour l'instant, semble-t-il, pour l'instant, la Cour de cassation, tout au moins, est claire là-dessus. C'est ce que l'on peut dire. D'accord, mais après, effectivement, on pourrait avoir dans les statuts des limitations, dans la loi des limitations, parce que pour certaines formes de sociétés, de professionnels, on ne va pas permettre d'être en même temps associé, exerçant son activité dans une société, puis dans une autre société. Et puis on pourrait avoir aussi une autre limitation, qui est celle de la concurrence déloyale. Mais le principe est tout à fait celui que tu as indiqué. Enfin, il ne faut pas se dire que ces limitations ont une importance démesurée par rapport au principe, mais il faut quand même penser que, oui, je peux être associé d'une SAS et intervenir dans une SAS concurrente, mais si je vole les fichiers de clientèle de ma première société pour les communiquer à la seconde société, là, on peut penser que non, là, je n'ai plus le droit de faire cela, ou si je donne des informations sensibles, ou si j'incite les salariés de l'une à passer dans l'autre société. Bon, voilà, on peut envisager différentes hypothèses. La concurrence déloyale, il faut préciser que c'est une notion qui est une notion jurisprudentielle. C'est de la responsabilité civile. On connaît un certain cas de comportement qui sont le parasitisme, par exemple, le débauchage, qui sont susceptibles d'être qualifiés de concurrence déloyale et qui engagent la responsabilité de l'entreprise qui commet ces faits. Ça veut dire qu'elle doit indemniser du préjudice causé l'entreprise victime de concurrence déloyale. Alors, je pense qu'en pratique, dans bien des cas de figure, quand c'est une société qui a une activité relativement banale, on n'écrit rien ni dans les statuts ni ailleurs. Mais si c'est dans une activité qui est beaucoup plus sensible, par les savoir-faire qui sont maniés, en règle générale, on va dans un pacte d'actionnaires prévoir les conditions dans lesquelles un associé, d'abord, devra respecter la non-concurrence si jamais il venait à partir, voire eux-mêmes les conditions de concurrence pendant qu'il est associé. Dans beaucoup d'opérations sensibles, la chose est quand même très bien réglée.
Alors, autre question pour poursuivre l'échange sur le président mort. Si personne ne veut reprendre le mandat du président de SAS, eh bien on a un problème parce qu'on a une société qui n'a plus de représentant légal. Ça veut dire qu'il faut peut-être que si aucun associé ne se dévoue, c'est un peu une hypothèse d'école, mais si personne ne veut diriger la société, alors peut-être que des tiers vont demander la désignation d'un administrateur provisoire pour assumer ce rôle de président, mais peut-être qu'il faudra tout simplement dissoudre la société parce que ça veut dire qu'on ne veut plus que la société exerce d'activité. Et une autre question importante qui a été posée sur la SAS, est-ce qu'elle peut être totalement virtuelle? Je reprends les termes de la question. Si l'on peut se communiquer, si on peut communiquer entre associés, je suppose que c'est la question par Internet. Alors c'est une bonne question parce qu'on peut être tenté de faire ce genre de choses, de prévoir que les assemblées se tiendront en ligne sur un site ou par visioconférence. Ce qui est important, et c'est la deuxième, à part la direction, c'est la deuxième zone de grande liberté, c'est les décisions collectives des associés. Dans une SAS, on n'avait pas donné cette deuxième zone tout à l'heure, donc maintenant on peut l'évoquer. Dans une SAS, on peut organiser librement, puisqu'on est soustrait au texte sur la société anonyme relatif aux assemblées d'actionnaires, donc on peut prévoir dans les statuts comment les décisions sont prises. Comment les décisions sont prises entre associés. Un mode très contraignant, c'est des assemblées qui se tiennent physiquement, on convoque, comme dans la société anonyme, et les associés se rendent au siège social, votent, enfin d'abord reçoivent des informations avant de venir à l'assemblée, et puis viennent pour statuer sur les différentes questions. Et on fait un procès-verbal à la fin et on a pris des décisions qui sont notées dans le procès-verbal. On pourrait dans la SAS prévoir des choses plus légères et effectivement, pourquoi pas en théorie, des assemblées qui se tiendraient par Internet. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit des décisions collectives. Ça veut dire qu'il faut permettre l'échange entre les associés. Donc ce n'est pas gênant que l'on prévoit des choses qui se passent de manière dématérialisée, mais il faut permettre l'échange. Il faut éviter les difficultés du type une convocation par email, c'est bien, mais si je suis convoqué, que je ne reçois pas l'email, si après, ou le courriel comme on dit, si après la décision est prise, il y a peut-être un problème, comment pourra-t-on prouver que j'ai été bien convoqué? Est-ce que le juge ne pensera pas que, enfin, si je lui dis que mon ordinateur n'a pas reçu le message, est-ce que le juge ne va pas considérer qu'on ne peut pas se fier à ces nouvelles technologies et que finalement je ne suis pas tenu par l'Assemblée? Bon, ce qui est important en tous les cas, c'est de prévoir des possibilités d'échange. Donc même si l'on prévoit des assemblées qui se tiennent entre guillemets par Internet, il faut que les différents associés puissent participer à ces assemblées, qu'ils puissent s'exprimer s'ils en ont envie. Alors le temps passe vite et nous avons encore deux formes à voir, deux formes sociales à voir, et nous abordons, mais même si elle est importante en masse de texte, elle ne nous retiendra pas très longtemps. Tout d'abord, la société anonyme. Alors la société anonyme, c'est une forme de société qui est très ancienne, c'est une forme de société qui est très réglementée, on l'a dit en évoquant les autres sociétés, c'est des sociétés que nous voyons aujourd'hui, c'est la plus réglementée. Elle a des textes très nombreux, très contraignants. Elle existe depuis longtemps, donc il y a une jurisprudence qui a eu le temps d'ajouter à ces règles. Et donc c'est une société qui est utilisée effectivement dans des cas particuliers, qui sont les cas de sociétés cotées en bourse, tout d'abord, qui sont des sociétés qui recherchent une organisation déjà prévue par la loi. Ça peut être aussi une certaine affection à une forme qu'on connaît depuis longtemps. Il y en a qui connaissent la société anonyme et qui lui font confiance, mais il faut comprendre que, et là je m'adresse à l'avocat, il faut comprendre que si on conseille aujourd'hui la société anonyme, ça veut dire des coûts de gestion. Non ? Ça veut dire des coûts de gestion, ça veut dire d'abord un capital minimum. Alors ce capital... Oui, c'est important ça. Oui, pour un certain nombre d'acteurs, c'est jamais négligeable, hein, le capital minimum. Et puis l'obligation de commissariat aux comptes. C'est vrai dans la SAS pour autant qu'on ait une certaine taille. Donc pour un petit acteur aujourd'hui, la société anonyme, ça représente des coûts qui sont sans doute excessifs,
eu égard à ses ambitions. Je crois qu'il faut avoir une taille minimum aujourd'hui pour se lancer dans ce genre d'entreprise. On le voit bien d'ailleurs dans les cabinets, les demandes de création de sociétés anonymes se sont faites relativement rares. On vit avec un stock qui a été largement abaissé, mais les créations ne sont pas très très nombreuses. Alors, si l'on a une certaine ambition, si l'on envisage un jour d'aller sur des marchés, incontestablement, je crois que la société anonyme est impérative. On ne peut pas y échapper. Ou la commandite par action. Ou la commandite par action, mais il y a peu de gens qui sont sensibles à l'argumentaire qui fait qu'on choisit ce produit. On hérite, je crois, en ce domaine, mais on ne crée pas vraiment des situations nouvelles. Dont la société anonyme, quelles que soient ses vertus par ailleurs, pour arriver à convaincre quelqu'un de l'intérêt de la créer, aujourd'hui, c'est relativement difficile. La SAS offre à peu près tout ce qu'offre la société anonyme, avec évidemment des choses beaucoup plus simples. Les problèmes dans la société anonyme, on va rencontrer des problèmes de cumul de mandats, de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. Tout ça, c'est évacué dans la société par action simplifiée. La question ne se pose pas, en fait. Et on pourrait décliner bien d'autres règles du même type qui sont toutes des contraintes lourdes. Et plus, évidemment, la société devient importante, plus ces contraintes se multiplient. Jusqu'à la présence de salariés aujourd'hui élus dans les conseils, jusqu'à des obligations de mixité, toute une série de règles parfaitement justifiées par rapport à l'évolution des mœurs. Là n'est pas le problème, mais qui évidemment suppose une gestion très complexe. Oui, alors c'est vrai que des contraintes comme celles que tu as évoquées, par exemple, je pense à une autre, mais dans une société anonyme à conseil d'administration, je ne dois pas avoir, en principe, plus du tiers de mes administrateurs qui soient liés, on l'avait évoqué lors d'une séance précédente, qui soient liés par un contrat de travail avec la société. Je peux faire une société par action simplifiée où je crée un conseil d'administration et je n'ai plus cette limitation qui s'applique. De même, dans une société anonyme, j'ai un conseil d'administration. Alors, on avait évoqué ces quotas par sexe, mais il y a un principe général qu'il faut rechercher une représentation équilibrée dans la société anonyme, quelle qu'elle soit. Dans la société par action simplifiée, je n'ai pas cette obligation. Alors, parmi les questions que vous nous posez sur la société anonyme, est-ce que ce sont les 7 premiers actionnaires qui rédigent les statuts et après ce serait l'Assemblée générale qui serait souveraine? Oui, c'est une possibilité. C'est tout à fait une autre observation juste que vous faites. On ne parle plus de libertinage contractuel, mais au contraire de la société anonyme berceau de l'ordre public sociétaire. Oui, c'est une société rigide, enfin au fonctionnement rigide. C'est même vraiment la plus... c'est vraiment sa caractéristique. C'est une société où le législateur a posé des règles. Ces règles s'appliquent. Alors, on peut essayer de déroger à ces règles. Souvent, vous le savez, on va le faire, mais plutôt en coulisses, par des pactes d'actionnaires. On a un fonctionnement de la société qui est imposé par la loi, mais on va faire des conventions entre actionnaires pour dire de quelle manière nous utiliserons nos pouvoirs. Alors la société anonyme, c'est une forme de société. Tes propos sont intéressants, Alain, sur le fait qu'il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est un savoir-faire qui va finir par se perdre dans les cabinets d'avocats? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vient demander à un cabinet de faire une société anonyme, il y a un moment de flottement? Ah mais ça fait si longtemps qu'on n'en a pas fait, parce que c'est quand même la société avec la réglementation la plus contraignante, on l'a dit, mais une réglementation qui est de plus en plus contraignante. On ajoute et on ajoute encore, par exemple, à l'information qui doit figurer dans le rapport de gestion du conseil d'administration, on ajoute toujours des mentions supplémentaires avec l'idée, alors parfois on le dit, cela ne vaut que pour les sociétés cotées, mais avec l'idée que c'est une forme de société que vont choisir les grandes sociétés, et donc ça n'est pas très grave si finalement on accroît la contrainte, parce qu'elles ont les moyens de la supporter. Chantal, une observation là-dessus? Non. Non, mais c'est vrai que du coup, tout cet ensemble de règles
ne peuvent être supportés que par des structures assez importantes, parce que ça devient coûteux, extrêmement coûteux. En fait, je pense que l'on évolue vers une situation à l'allemande. Historiquement, l'Allemagne est un pays dans lequel on avait une poignée de sociétés anonymes et de grande importance, et puis une armée ensuite de sociétés de style SARL. Et on y va, et c'est logique, puisque on aura aujourd'hui des sociétés cotées importantes et qui représentent des nombres de salariés énormes, parce qu'il y a entre 600 et 800 sociétés cotées, mais grâce à leurs filiales, ça représente une masse de salariés qui est quand même tout à fait considérable. Ces sociétés ont un régime qui est de plus en plus autonome, d'ailleurs même par rapport aux sociétés anonymes de petite taille. Elles vivent différemment, elles n'ont plus les mêmes règles. Ces règles leur sont fixées par d'autres autorités que le Code de commerce. Et après, la population des sociétés anonymes non cotées, elle a une vocation inexorable à se restreindre. Alors tout en rappelant ce qui a été dit, qu'elle est protectrice, cette société. Le droit de vote, j'y ai droit, je suis associé quoi qu'il arrive. Et donc il y a une proportionnalité qui s'impose à moi. Dans une SAS, je peux très bien demain, dans un moment d'égarement, accepter de renoncer à beaucoup de choses en contrepartie d'autres. Dire j'aurai beaucoup moins de droits de vote, mais j'aurai beaucoup plus, par exemple, de dividendes. Et puis, ou l'inverse, j'aurai beaucoup plus de dividendes et beaucoup moins de droits de vote. Demain, la société ne fait pas de résultats, et tout d'un coup, qu'est-ce que je découvre? Que je ne reçois pas de dividendes, mais les droits de vote, ils sont ailleurs, ils sont plus chez moi. Et je me dis, bon Dieu, quelle bêtise j'ai faite. Dans la société anonyme, ça n'aurait pas pu se produire. La loi ne m'aurait pas autorisé à me lancer là-dedans. Une question qui t'est spécialement destinée, Alain. Je crois que tu t'intéresses au fonds d'investissement, et on nous demande tout simplement sous quelle forme sociale se constitue un fonds d'investissement. Il se constitue, il y a une structure propre, la structure juridique des fonds. Il y a des fonds où ça peut être également une société dans certains cas. On a une certaine, mais le plus souvent ce sont des fonds avec un statut spécifique. Ils n'ont pas la personnalité morale. Ce ne sont pas des sociétés ici, puisque, sauf le cas dans lequel, c'est un peu le cas des SICAV, qui sont des véritables sociétés, mais la grande majorité ne sont pas des sociétés. Donc par conséquent, ils sont en dehors de nos préoccupations ce soir. Ce qui pose d'autres problèmes juridiques, parce que n'ayant pas la personnalité morale, lorsque ces fonds, évidemment, sont actionnaires quelque part, on voit les difficultés qui vont naître. Bien. Et donc nous abordons maintenant la dernière grande forme sociale, celle des sociétés civiles. Alors, nous avons mis un pluriel parce qu'il y a pas qu'une forme de société civile. Il y a dans le Code civil un régime qu'on pourrait dire avec des guillemets régime primaire parce que c'est le régime général. Mais après, on peut ajouter à cela des règles spéciales qui vont se superposer à ce régime général. On peut prendre un exemple avec les sociétés civiles professionnelles, les professions libérales. Si elles veulent exercer en société, ont le choix parce qu'il y a d'autres formes qui leur sont ouvertes. Mais là, après, c'est très variable en fonction des professions. Certaines professions sont plus accommodantes que d'autres. Par exemple, pour des experts comptables, ils peuvent utiliser la SARL de droit commun, alors que des avocats, ça semble plus problématique. La société civile professionnelle, c'est une des formes qui est ouverte aux experts comptables ou aux avocats. Donc on peut exercer ces activités qui sont des activités civiles. Pourquoi des activités civiles? D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intrigue. Il y avait des questions là-dessus. C'est vrai qu'on a cette distinction, il faut la rappeler, entre les activités civiles et commerciales. Les activités civiles, ce sont traditionnellement notamment les activités liées aux professions libérales, aux professions intellectuelles. Donc les différentes professions que l'on envisage, experts comptables, avocats, médecins, exercent une activité civile par opposition aux professions commerciales qui sont listées par le Code de commerce. Alors est-ce qu'il y a une liste, c'est une question que vous aviez posée, des activités civiles et une liste des activités commerciales? Il y a dans le Code de commerce des articles anciens qui listent les activités commerciales terrestres et les activités commerciales maritimes.
la liste des activités civiles, il n'y a pas de liste dans le Code civil des activités civiles. Le principe, c'est qu'une activité est civile si elle n'est pas commerciale, mais on sait que des activités, l'immeuble traditionnellement est civil, l'agriculture est civile, les professions libérales sont civiles. Mais après, on peut avoir des situations compliquées. Par exemple, notre expert comptable en SARL, on aura une situation d'une activité civile exercée par une société commerciale. Alors, sur le régime de la société civile, nous l'avons présenté lors des vidéos, ce sont des sociétés qui, à la différence de toutes celles que nous avons vues, SARL, SAS, SA, font en principe peser sur l'associé une responsabilité, alors qui n'est pas en principe solidaire, mais qui est une responsabilité indéfinie, une responsabilité illimitée, au sens où si la société ne paye pas, eh bien on pourra demander à l'associé de payer à la place de la société. Oui, je crois qu'il y a un cas particulier qui est intéressant parce qu'il met en concurrence la société civile avec les sociétés commerciales. C'est la société civile qui en fait gère un portefeuille. Une société civile dans laquelle sont des titres de société et qui autrefois servaient de société holding très souvent. Beaucoup de holdings étaient des sociétés civiles. Une holding, c'est une société qui détient des titres. Voilà. Voilà, c'est une société dont l'activité est principalement ou notamment de détenir les actions ou les parts d'autres sociétés, qui sont ses filiales du coup. Voilà. Alors pourquoi faisait-on des sociétés civiles? Pourquoi les utilisait-on? Souvent pour des raisons d'ailleurs familiales, mais parce qu'on les verrouillait bien. C'était des sociétés fermées, la société civile se ferme facilement, et puis parce qu'on pouvait émettre des titres à droit de vote multiples, le cas échéant. C'est-à-dire qu'on pouvait faire que, parce que très souvent c'était des familles, tel membre de la famille vote avec une intensité beaucoup plus soutenue. À partir du moment où la SAS est arrivée, le problème s'est posé de savoir si l'on avait intérêt finalement à garder ces sociétés civiles ou à ne pas utiliser la forme SAS. Et finalement, progressivement, ces civiles-là meurent alors qu'elles étaient extrêmement puissantes. Dans de très très grands groupes, on avait à la tête la famille qui avait le civil, c'était le cas chez Peugeot, c'était le cas dans tous les grands groupes, et puis progressivement, la civile a perdu ses avantages, et elle a gardé un défaut majeur que tu viens d'évoquer, qui est la responsabilité par part virile. Donc la SAS permet d'être verrouillée, on peut la fermer, mais la responsabilité est en moins. Mais là, il y a eu une véritable concurrence entre les formes sociétaires. Alors qu'en matière immobilière ou au niveau des professions libérales, la concurrence n'était pas véritablement possible. D'accord, donc du coup, la société civile a aussi souffert de l'apparition de la SAS. Elle a aussi souffert dans des proportions qu'on mesure mal, mais elle en a souffert, incontestablement. Moins que la société anonyme, mais beaucoup moins. D'accord. Eh bien, nous avons vu nos différentes formes sociales et nous allons maintenant évoquer le cas pratique de la semaine pour, non pas, vous le savez, donner la solution, mais pour recueillir quelques observations en plus. Alors, ce cas pratique, il faut y prendre garde, non pas que nous vous tendions des pièges, mais ce cas pratique, il faut prendre garde aux mots. Vous savez que pour les juristes, les mots sont importants parce que souvent, un mot, c'est un régime juridique. Donc nous avons une SAS qui comporte une clause particulière qui nous dit que les cessions d'actions entre associés sont libres, mais que toute cession d'actions à un tiers suppose une autorisation de l'Assemblée des associés statuant à la majorité simple. C'est ce que l'on appelle une clause d'agrément. Il faut, si l'on cède les actions, qu'une autorisation soit donnée. Et dans les questions qui vous sont posées, et ce sera notre indication, dans les questions qui vous sont posées, avant les questions précisément, on vous dit « Vous souhaitez donner la moitié de vos actions à votre conjointe, nous avons laissé ouvertes les hypothèses, et apporter le reste à une SARL que vous allez créer avec un ami. » Bien. Faites attention aux mots parce que les opérations envisagées ne sont pas les mêmes. Et quand on vous dit vous souhaitez donner, ça n'est pas vous souhaitez céder. Et il faut vous interroger sur un point, c'est que, en principe,
eh bien, on a le droit, et cet article de statut le dit, enfin, il le dit pour la cession entre associés, mais en principe, on a le droit, parce que ce sont notre propriété, de céder nos actions. C'est un principe, les actions sont librement négociables. Et si l'on peut admettre que l'on porte atteinte à ce principe, c'est une exception à ce principe, et cette exception doit s'interpréter de manière restrictive. Donc il faut avoir cela en tête pour répondre au cas pratique. Voilà. Eh bien, chers amis, je vous remercie de votre participation et des nombreuses questions que vous avez posées, même si vous n'avez pas posé beaucoup de questions sur la SARL, mais nous retrouverons peut-être ces questions avant la fin de la semaine sur le forum. Et donc, je remercie Alain Courret, je remercie Chantal Donzel, et je vous souhaite de continuer à participer nombreux aux échanges sur la plateforme de notre MOOC. Bonne soirée.